Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Un cadavre très loquace. Plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis la débâcle de la cabale du Crâne Noir. 2 mois mouvementés pour les Minutemen. Il y avait d'abord eu le procès de Thomas Mandrake et de ses fidèles, la dissolution du gang des suicidaires, et enfin la fermeture du Firefly, faute de nouvel acquéreur. Au mois d'avril, le pénitencier de McKean vit l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux pensionnaires, coupables de tentatives de meurtre pour les uns et d'insurrection pour les autres. Le cimetière accueillit la dépouille carbonisée du Cherokee, retrouvée au milieu des restes d'un bûcher dans la forêt. Personne ne déclara de disparition. Personne ne donna d'indice sur son identité. Le Cherokee avait émergé de l'aura inspirante des Minutemen pour disparaître en même temps qu'elle. Malgré les vaines paroles de réconciliation des autorités municipales, la population de Walnut Grave se montra hostile envers ses sauveurs. Les habitants étaient sortis harassés par cette seconde nuit de fusillade. À l'inverse de la bataille de décembre, les victimes de ce nouveau combat comptaient de nombreux adolescents envoûtés par les promesses belliqueuses de Thomas Mandrake. Des enfants qui souffraient tous de fractures et de traces de coups provoquées par la fougue des justiciers. Et il ne fallut que quelques semaines pour qu'un comité ne se rassemble et porte plainte contre les héros pour usage à l'extrême de la force contre leur progéniture endoctrinée. Dans leur ligne de mire, les parents exaspérés visèrent notamment Charlene Marston, autant à cause des troubles de son passé que par son comportement des moins exemplaires par rapport au rôle présupposé d'une femme moderne. Comptant parmi les derniers soutiens à la cause des Minutemen, le juge Neville Gardner se démena à enliser la justice dans des commissions et des enquêtes trop lentes à produire des résultats. Le vieil homme de loi espérait ainsi étouffer la soif de justice de la population. Au mois de mai, il n'était plus question de procès ni de règlement de comptes populaire. Walnut Grave se contentait désormais d'ignorer ses héros. Recherché également pour ses actes brutaux avant la chute du syndicat, le Cavalier Noir fut le premier à s'évaporer dans la nature. Depuis le manoir reculé de Bill Robinson, Kane Miller se contentait maintenant de gérer les soucis de son entreprise. Et si Jerry Shuster et Martin Bester affichaient un visage stoïque face à l'animosité de la foule, Harry Fox avait plus de mal à conserver un esprit clair. Partout où il se rendait, il sentait le poids des regards, y compris dans son propre district. En guise de salutation, sa logeuse ne cessait de le relancer tous les matins sur ses retards dans le paiement de son loyer. Son malaise grandissant le conduisit finalement à cesser de fréquenter les bars de son quartier. Depuis plusieurs semaines, le Benjamin des Minutemen préférait la solitude de la tour de garde pour siroter des alcools de plus en plus forts. Et c'est par une matinée ensoleillée du mois de mai 1913 que Harry, la tête écrasée par les mauvais effets de la bouteille, arrivait sur une nouvelle scène de crime. Au milieu des champs faisant la périphérie du district sud, la ferme des Rainman n'était pas un lieu réputé pour sa violence. Cloîtrée dans le giron agricole de Walnut Grave, la bâtisse avait survécu aux incendies du syndicat et à la domination des autres anciennes factions mafieuses. Pourtant, alors que la criminalité avait quasiment disparu depuis l'effondrement de la cabale du Crâne Noir, la police devait faire face désormais à un meurtre d'une toute autre nature. Quand il pénétra dans la maison,
Harry ressentit une fraîcheur qui apaisa tout son être en sueur face au soleil printanier du Tennessee. À la fin du mois d'avril, la canicule avait rapidement supplanté le froid des averses de mars. L'inspecteur avait alors troqué son manteau pour une veste grise bien plus légère, mais toujours trop épaisse face à la température qui ne cessait de grimper. Au centre de la pièce principale, un grand salon avec divers meubles en bois emplis d'outils liés au travail de la terre, un corps sans vie gisait, assis sur la grande table à manger familiale. En s'approchant, Harry constata un pistolet qui empestait la poudre brûlée au pied du défunt. Un énorme trou dans son crâne laissait s'échapper un mince ruissellement de sang. Cette vision macabre, additionnée à l'odeur putride qui s'en dégageait, provoqua un haut-le-cœur chez l'inspecteur Fox. Harry ravala sa salive et se concentra sur une feuille de papier qui traînait sur la table. Quelques mots y avaient été crayonnés à la hâte. Que mon fils me pardonne, que le Tout-Puissant me pardonne. J'ai voué ma vie à cette ville, je l'ai alimentée, j'ai tué mes bêtes pour elle, mais toutes ces offrandes n'ont pas suffi. Walnut Grave m'a tout pris, jusqu'au dernier sou, mais elle n'aura pas mon âme. Que Saint-Éloi me protège pour le voyage que je vais désormais accomplir, loin des serpents et des sorciers qui les ont engendrés. Après avoir lu la lettre, Harry releva la tête et vit Martin Bester dans un coin de la pièce. Il portait son traditionnel costume vert et discutait avec d'autres policiers. Son visage semblait inhabituellement alarmé. Le shérif remarqua également le jeune inspecteur et l'invita d'un signe de main à le rejoindre. Alfred Reinman, propriétaire terrien et gros producteur agricole. Comme tous les autres laboureurs du coin, il a passé sa vie à trimer pour de maigres bénéfices, avec la commission du syndicat des travailleurs lui pendant au-dessus de la tête. On aurait pu croire que la libération lui assurait un avenir meilleur, mais finalement, non. Veuf depuis 15 ans, toute son existence s'est cantonnée à planter des radis. Et pour son fils ? Salomon. Sa mère est morte en fausse couche. Il a passé son enfance à aider son père à faire tourner la baraque. J'aimerais pas être à sa place. Ce gosse va hériter d'un paquet de dettes. Où est-il ? À Makin. Il faisait partie des chauds de Mandrake. Je crois que Charlène lui a retourné le bras quand il a essayé de la poignarder. Martin marqua une pause. Lui aussi était anxieux au sujet de l'ambiance malsaine qui régnait en ville depuis plusieurs semaines. Harry se rappelait les mots de Mandrake cette fameuse nuit. Le plaisir qu'il avait pris à mettre en doute les convictions de son ami et l'incertitude qui avait germé dans le regard de Martin. La solitude était une compagne que les Minutemen partageaient. Mais Harry et Martin avaient aussi vécu le rejet de leurs propres collègues de travail. À une époque encore trop récente, tous avaient vendu leur serment pour quelques pots de vin et surtout l'assurance de rester en vie. Son regard toujours braqué sur le corps de Reinman, Harry ne saisissait pas la raison de sa présence dans la maison d'un homme qui s'était donné la mort. Pourquoi tu m'as fait venir ? Parce que j'aimerais que tu fasses ce que tu maîtrises si bien. Je veux que tu mettes en branle mes conclusions sur cette affaire. Harry leva un sourcil, surpris par la demande de Bester. Son camarade paraissait perplexe sur ce qui l'entourait. Docile, Harry analysa plus en détail le cadavre, les éléments sur son décès et la lettre qu'il avait laissée avant son trépas. En lisant et relisant les derniers mots du défunt, une mauvaise idée germa dans les songes de Harry. Ce Reinman, il était lettré ? C'était un fermier. Chez ces gens-là,
l'école s'arrête souvent à 10 ou 12 ans. Mais où est-ce que tu veux en venir? Bah, sans être digne de Walt Whitman, son papier est quand même bien formulé. C'est dramatique. Il y a des tournures faisant référence à la Bible, notamment sa dernière phrase. Mais en même temps, t'as vu les fautes? Alors déjà, j'ai tué ER, mes bêtes pour elle. Elle n'aura, avec un S, pas mon âme. Loin des serpents, sans S. Et puis, c'est pas écrit, c'est gribouillé. Ça a l'air d'avoir été rédigé dans la précipitation. Il était sûrement pressé d'en finir. Justement, mets-toi à sa place. Ta femme est morte, ton gosse est en tôle, t'as plus rien pour te raccrocher à la vie et tu décides d'en finir. Ce paplard, c'est la dernière trace que tu vas laisser derrière toi. Tu serais pas tenté de t'appliquer un peu plus dans ta rédaction ? Martin fronça les sourcils et se baissa à son tour pour relire le message. Il soupira à chaque faute d'orthographe. C'est vrai que ça a été écrit n'importe comment. Autre chose, les figures de style, ça s'improvise pas. Si ce pauvre Alfred a vraiment trouvé ces mots tout seul, il a dû y passer un temps fou, gribouiller plusieurs pages jusqu'à trouver les bonnes formulations. On a fouillé ses affaires ? Oui, et aucun brouillon. J'y ai pensé aussi. À sa place, j'y aurais passé des heures. Si l'on s'en tient à la version officielle, notre ami Rainman a fait son papier en 5 minutes et s'est tiré une balle juste après. Écoute Martin, ne le prends pas mal, mais si je voulais te tuer, ça serait pas compliqué de faire passer ça pour un suicide. Tout en parlant, Harry se plaça derrière la chaise du défunt. Avec sa main, il mima une arme à feu. Tout ce que j'aurais à faire, c'est t'asseoir là, poser le canon bien droit sur ta tempe, et bang! Adieu, monsieur Bester. Je poserai le flingue par terre, juste à côté, et j'irai me coucher. Le lendemain, le commissaire Johnson ou je ne sais qui me ferait venir, et tout aussi attristé que je pourrais paraître, je validerai ton suicide en trouvant une quelconque excuse. Et avant, tu me forcerais, Dieu sait comment, à rédiger mes dernières paroles. Et je vérifierai les fautes. Martin esquissa un rictus satisfait, amusé par la mise en scène de son jeune camarade. Lui aussi avait dû suivre la même logique, et il était sans doute arrivé aux mêmes conclusions. Rassurés mutuellement, les 2 Minutemen restèrent silencieux. Leurs yeux s'attardèrent sur le corps recroquevillé de Rainman. Les suicides déguisés avaient toujours été monnaie courante à Walnut Grave. À une époque encore récente, le syndicat s'évitait ainsi des enquêtes trop poussées, tout en envoyant un message clair à ses sujets. D'autres criminels, comme Thomas Mandrake, avaient également dû user de cet artifice. Et Oswald le Manchot aussi. Toujours perdu dans ses pensées, Harry manqua de sursauter quand Martin reprit la parole. Il y a autre chose. Avant de te faire venir, je demandais à un expert de vérifier le livre de compte du père Rainman. On l'a trouvé dans un tiroir de la cuisine. Il s'avère que notre ami le poète était plus doué en comptabilité qu'en littérature. Son chiffre d'affaires n'était pas des plus resplendissants, mais il s'en sortait plutôt bien. Tout à l'heure, tu as parlé de dette. C'est vrai, mais pas de quoi s'alarmer, hein. Rainman était en train de rembourser lentement ses créances. Vu comment il a flotté le mois dernier, il est probable que sa prochaine récolte l'aurait définitivement sorti du trou. Donc c'est pas pour le fric. Il était proche du syndicat ou de la cabale ? Si tel fut le cas, il a bien caché le salaud. Et puis tu sais, il y a d'autres vautours dans cette ville. Tu penses à Oswald ? Après tout ce temps, il reviendrait de sa grotte ? Ah, un sacré téméraire, ce cher Manchot. Si l'envie lui a pris de venir se frotter à nous alors qu'on a dessoudé 2 organisations criminelles en 4 mois. Tout en écoutant son camarade, Harry repartit s'adonner à son jeu favori, recoller les morceaux du puzzle qui lui était proposé. En observant à nouveau la scène de crime et la lettre du défunt,
il repensa à Robin, qui avait failli mourir cette fameuse nuit. Le médecin avait amplement eu le temps de récupérer de ses blessures, mais l'assurance de la cabale du Crâne Noir et du gang des suicidaires avait laissé un mauvais goût aux Minutemen. Sans l'assistance inopinée de David Schwartz, plusieurs des leurs y seraient restés pour stopper la grande purge raciale de Thomas Mandrake. Jerry s'était perdu en excuses floues sur les raisons de son absence au moment de l'attaque. Aucun témoin n'avait confirmé sa présence dans le district ouest ce soir-là. A l'inverse, Kane avait surgi du néant juste après la riposte de Schwartz. Et Martin devait sûrement passer toutes ses nuits à retourner dans tous les sens les menaces du chef de la cabale sur son rôle dans la grande bataille qu'il avait prophétisée. Une bataille qui n'avait finalement duré que quelques minutes. Mais le plus surprenant dans cette histoire était la résurrection miraculeuse de David Schwartz, le mercenaire anémique. Le gang des suicidaires, recherché pour meurtre dans de nombreux comtés de l'Ouest, était venu assassiner Robin, mais il s'était contenté d'assommer Schwartz. Toujours perplexe, Martin reprit la parole sur un ton grave. J'aime pas ton regard. Harry hésita à répondre. Il doutait de ses propres intuitions. Il y a des chances que ce soit Oswald. C'est le dernier candidat valide sur la liste des grands criminels de cette ville. Il y a des chances que ce soit Oswald, mais... Il n'y a pas de mais. C'est juste que... Il est possible qu'on ait affaire à un nouvel entrant sur l'échiquier. Quelqu'un qui visiblement a un certain goût pour la mise en scène. Martin fronça une nouvelle fois les sourcils. Il caressa nerveusement sa chevalière. Dans ses yeux, Harry remarqua une forme d'égarement, une réflexion complexe. Il hésita une fois encore à lui faire part de ses craintes sur le comportement de ses camarades lors de cette fameuse nuit, et surtout sur le rôle très dramatique que Schwartz y avait joué. D'accord. Tu penses à quelqu'un en particulier ? L'inspecteur mit quelques secondes à répondre. Il chercha ses mots pour ne pas envenimer cette situation déjà si tendue. Non, avec de la chance, ce type s'est réellement suicidé et on est là à psychoter pour rien. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça nous fait un nouveau problème à surmonter. Les deux enquêteurs tournèrent leurs regards vers le défunt, vers Alfred Reinman, la cause de ces centaines de questions qui les assaillaient désormais. Robin, ça va ? Oui, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est rien. C'est encore tes blessures ? Oui, c'est ça, c'est les blessures, ça me prend encore. Tu ne veux pas rester avec moi ? Pour une fois ? Non, il faut que j'y aille, le combat n'est pas terminé, c'est juste les blessures, c'est rien d'autre, c'est juste les blessures.